Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Au programme aujourd'hui, le temps faible bien long que traverse le Paris Basketball depuis plusieurs semaines. Beaucoup de défaites, peu de victoires. Quelles en sont les raisons et comment se relancer avant la reprise en mars et un calendrier rempli d'affiches contre le top 8. Pour m'accompagner sur ce podcast, loin d'être élogieux, Lilian fait son retour. Salut Lilian. Salut Flavien. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le podcast. Oh, j'en ai seulement loupé un. On va dire que ça, c'était une petite pause justement pour tester un nouveau duo. Et là encore, on va tester un nouveau duo. On va voir comment se passe. On essaie, comme le Paris Basketball, on essaie de faire des adaptations pour voir quelle est la meilleure line-up pour le podcast. Et sur la line-up, la deuxième personne avec nous, c'est son back-to-back, c'est François. Salut François. Salut à vous, très content d'être à nouveau ici. Bon, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Évidemment, vous pouvez retrouver aussi toute l'actualité du club sur notre site parisbasketball-onair.fr. Et nous, on va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 7. Let's go! I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket, and you're listening to Paris Basket on Air. Et pour notre premier point, on va vous parler de nos points d'inquiétude que l'on a en ce moment sur les dernières semaines de compétition. Je vous le disais en préambule, Paris perd beaucoup de matchs, n'en gagne pas beaucoup. Et pour un résultat vraiment très difficile, Paris est actuellement 15e de Betclic Elite. Une seule victoire lors des 4 derniers matchs, c'était une victoire un peu miraculeuse contre Pau, à Pau, en prolongation. Derrière, il y a eu 2 défaites en championnat et l'élimination en Coupe de France contre le Valois. On va revenir un peu sur tous ces matchs-là au travers de tous nos thèmes. Et je voulais commencer peut-être avec toi, Lilian. On va détailler en premier lieu le secteur intérieur, les faiblesses en tout cas de ce secteur intérieur. Qu'est-ce qui, toi, te vient à l'idée tout de suite quand on parle du front de courte du Paris Basketball et des problèmes qui en découlent ? Si on devait dire un mot, peut-être permissif, c'est le moins qu'on puisse dire sur les derniers matchs. C'est vraiment, en tout cas à nos yeux, le secteur qui a le plus pêché, notamment sur les 3 dernières rencontres. Mais j'ai envie de dire plus globalement, même s'il y a eu des victoires sur les autres matchs précédents, c'est quand même le secteur intérieur, quelque chose qui cette saison, et notamment depuis, là on va dire... que la seconde moitié du championnat a commencé, qui est le secteur un peu le plus problématique, j'ai envie de dire, là où les équipes adverses, en tout cas, on a l'impression, font le plus leur beurre face à Paris. Il y a plusieurs raisons pour évoquer cela. On va peut-être commencer par la première qu'on a décidé ensemble, c'est entre guillemets la méforme d'Ismaël Kamagaté, parce que si nos auditeurs vont un peu regarder ses stats, Ismaël, il fait quand même, à part contre le Portel où il a eu un impact assez négligeable, sinon sur les autres matchs, il est plutôt bon, mais notamment offensivement, mais peut-être que défensivement, on sent un peu moins son impact, sa dissuasion qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années au Paris Basketball. Et là, sur les dernières semaines, je sais pas, là c'est peut-être une impression juste personnelle ou collective, vous me direz ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression qu'il a moins d'impact face au pivot adverse qui arrive, pivot adverse et également extérieur qui arrive à se frayer un chemin dans la raquette. Donc voilà, ça fait partie là des pistes pour évoquer la faiblesse du secteur intérieur en ce moment à Paris. François, est-ce que Ismaël Kamagaté, en tout cas sur les derniers matchs, et peut-être prendre un peu avec des pincettes en tout cas, est-ce que Ismaël Kamagaté fait moins peur tout simplement à ses adversaires qu'en début de saison ? Je pense que Kamagaté traverse sûrement une petite période de méforme, au moins du point de vue défensif en tout cas. Mais j'ai surtout l'impression qu'il a arrêté de faire de la magie comparé à avant. Je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point notre secteur intérieur a tenu les meubles pendant toute la saison, quasiment. En tout cas, jusque-là, c'est eux qui tiennent les meubles défensivement, puisque à l'extérieur, il y a quand même pas mal de lacunes en dehors de Bégarin et maintenant un peu de Toupane. Et on peut aussi citer Gauthier Denis qui fait les efforts. Mais je rejoins Lilian là-dessus. J'ai l'impression que au niveau de l'influence défensive, au niveau de la dissuasion, il y a un petit coup de mou. Mais en même temps, j'ai un petit peu du mal à vraiment pointer du doigt ça, parce que
c'est comme une espèce de retour à la normale de ce point de vue-là. C'était pas normal ce qu'il produisait depuis le début de la saison en dissuasion sur des pénétrations et en combat sous le panier, au moins du point de vue de Kamagaté. Au Queen, c'est un petit peu différent. On sait il a toujours cette tendance à avoir des errements défensifs, à ne même pas lever les bras pour contester, et à des fois à faire des chase down block. Il est très inconstant là-dessus. Mais au moins du point de vue de Kamagaté, j'ai l'impression que c'est un petit retour à la normale, et que justement c'était avant qu'il fallait pointer du doigt le fait que ce qu'il faisait était complètement anormal en fait. Non, bah après, c'est clair, il a que 21 ans, et à 21 ans, faire un début de saison comme il l'a fait, qui lui a valu deux rassemblements en équipe de France, là, en novembre, et actuellement, là, en février, c'est pas anodin, vu que lui, surtout, vient de Pro B et progresse, on va dire, de jour en jour. Lilian, l'année dernière, moi, je me souviens, avait déjà eu des moments où Kamagaté était un peu retombé dans ses travers où il a plus spécialement confiance en lui. Là, je trouve pas que c'est le cas. Je trouve juste que dans la bataille, notamment au rebond physique, je trouve qu'il se fait un peu balancer. Je sais pas si t'as le même avec moi là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et puis, il faut le dire, il y a quand même les adversaires qu'a joué Paris depuis le dernier podcast. Il y avait quand même du gros client à l'intérieur. S'il a pu les dominer en début de saison, là, quand même, face à Pau, il me semble peut-être que Shikoko était absent au déplacement quand Paris s'est déplacé à Pau. J'en ai plus le souvenir. Mais en tout cas, Cholet, c'est quand même un secteur intérieur un peu plus fuyant, donc peut-être plus dérangeant pour lui qui le fait sortir à l'extérieur. Le Portel, c'est là où il fait son moins bon match de la saison, je pense on peut le dire. Et il y avait un client quand même avec Yarou en face. Pareil pour le dernier match là en Coupe de France face à Levallois, qui est l'un des tout meilleurs secteurs intérieurs de la Ligue. Donc voilà, je pense que c'est un petit coup de moins bien dans sa saison, ce qui est normal quand on a un joueur de 21 ans qui plus est au poste de pivot. Et en plus, il a fait face à des adversaires de calibre important. Donc voilà, mais c'est vrai que on sent pas forcément une énorme baisse physique de sa part. Sauf que quand tu es en Betclic Elite, quand tu es en première division, le moindre coup de mou dans une équipe qui, dans son ensemble, n'est déjà pas au mieux, et ça se ressent tout de suite individuellement. Je souscris complètement à ce que tu dis, et cette méforme dont on parle un peu d'Ismaël, je voulais peut-être qu'on passe sur le deuxième point. C'est pas le seul, mais ça fait partie des morceaux qui font que cette équipe a du mal à être productive défensivement, à faire des stops, à faire plusieurs stops, et c'est uniquement contre le Portel où j'ai trouvé que ça avait été plutôt respecté, même si en fait tu passes le match derrière, donc ta défense fait pas le boulot, fait pas suffisamment le travail pour passer devant. Et est-ce que c'est quoi les facteurs, peut-être commencer avec toi François, c'est quoi les facteurs qui font que cette défense marche moins qu'il y a quelques semaines? On avait vu quand même du mieux fin décembre, début janvier. Je pense que ça vient d'un problème de concentration, de discipline, avec notamment, je vais revenir sur Kamagaté, mais depuis le début de la saison quand même, il enchaîne, il taffe, etc. Peut-être qu'il y a un petit moment où, au final, même si c'est un match par semaine, voire deux, il y a une petite baisse de physique. Et je pense aussi que O'Quinn peut expliquer ça. Pour moi, O'Quinn et Botwright en ce moment, Botwright, son body language est un peu compliqué, mais je pense qu'on reviendra dessus après. Mais O'Quinn, faut se rendre compte que en 2022, pour le moment, il n'a pas eu de plus-minus positif. Ou même neutre. Il n'a eu que des plus-minus négatifs. Je crois même que c'est les trois quarts de ses matchs cette saison, c'est négatif. Ouais, mais t'as même pas un match où en fait il sauve les meubles depuis le début, depuis qu'on est passé en 2022. Et il y a ce côté, il est là, il est capable de faire de la dissuasion. On le sait, et il le montre sur des flashs, mais il n'y a pas cette rigueur. Personnellement, j'avais bien aimé l'idée aussi, je vais revenir spécifiquement sur le match de Cholet, parce que vis-à-vis des line-up, j'avais un petit peu eu du mal à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que
O'Quinn a commencé en étant starter, puisque le secteur intérieur était très costaud du côté de Cholet, ce que je comprenais, même si, enfin, personnellement, je préfère avoir Sleva starter. Mais alors que justement le plan de jeu, c'était de partir sur des gros intérieurs pour contrebalancer le secteur intérieur de Cholet, on a eu une grande séquence avec je crois que c'était Toupane poste 4, une vraie séquence small ball qui du coup allait totalement à l'encontre du plan de jeu initial, j'ai l'impression en tout cas du choix du 5 majeur. Euh, Disons que on a des joueurs qui sont peut-être plus en forme que d'autres, et j'ai l'impression que au niveau des rotations aussi, on a peut-être tendance, on a Pratt a peut-être aussi tendance à voilà, ne pas toujours mettre l'accent sur l'intérêt défensif de ces line-up. Euh, et je pense que ça s'est aussi ressenti sur les derniers matchs en tout cas. Peut-être, Lilian, je vais te poser la question, mais peut-être justement, si tu as remarqué ça sur le fait de ne pas mettre une line-up avec une défense, on va dire, optimale pour faire des stops, est-ce que c'est justement aussi pas pour, en théorie, améliorer ton niveau d'attaque qui, depuis le début de la saison, avait été vraiment en difficulté pour produire du jeu, quoi. Ouais, puis le souci, c'est que quand même en basket, tu essayes toujours de mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain. Et le problème, c'est que les meilleurs joueurs théoriques de Paris, ben, défensivement, ils sont très faibles. Boatwright, Allman, O'Quinn. Alors, ils sont très faibles défensivement parce ils peuvent être bons, mais ils ont une inconstance chronique qui fait que il y a des niveaux très bas, il y a des niveaux très hauts, mais on les voit assez peu au final, donc on retient surtout le bas. Et du coup, c'est peut-être un problème de construction d'effectifs à la base l'été dernier qui fait que là, du coup, tu te retrouves avec, tu peux pas vraiment t'ajuster, quoi. C'est ça le problème, c'est ça un peu le souci. Pratt essaye peut-être de s'ajuster en faisant, sur les derniers matchs, notamment face à Levallois, O'Quinn n'a quasiment pas joué. Est-ce que ça peut être une piste pour après la trêve internationale? Est-ce que son temps de jeu va continuer à décroître pour justement essayer de peut-être reprivilégier l'aspect défensif au détriment de l'aspect offensif, là où O'Quinn apporte le plus. Je ne sais pas, mais c'est aussi ça, on peut peut-être y venir maintenant, on tensait le problème du secteur intérieur, mais le souci vient peut-être à la base également, parce qu'on dit toujours que le premier défenseur, ce sont les lignes extérieures, et c'est peut-être là aussi le souci, quand tu as un back court Boatwright, Allman, forcément tu te fais perforer sur les pénétrations des extérieurs adverses, donc je pense que les difficultés du secteur intérieur sont également corrélées à celles du back court, et Pratt là en ce moment une quinzaine de jours avec la trêve internationale pour essayer de fixer tout ça, et ce sera pas simple parce qu'il y aura certainement le seul renfort que potentiellement pourrait y avoir, ce sera sûrement pas sur les extérieurs, mais ce sera peut-être à l'intérieur. François, je vais même pas te poser de questions, je vais te lancer juste sur Ryan Boatwright. C'est que tous les deux même, c'était un sujet dont vous vouliez spécialement parler dans ce podcast. Ryan Boatwright, c'est un joueur qui a mine de rien beaucoup de talent, mais qui, sur ses derniers matchs, ou disons de manière plutôt régulière tout au long de la saison, mais surtout durant ces derniers matchs quand même, hein, c'était assez flagrant. Là, le span Boulogne-Levallois, Nanterre, Pau, le Portel, Cholet et Boulogne, on va dire. Depuis 2022, il a vraiment des grandes séquences où le body language est vraiment compliqué. Défensivement, il se fait bouffer sur le premier pas par le mec qui est sur lui. Il va pas faire toujours les efforts sur les close-out. Et offensivement, enfin, c'est le meneur de l'équipe. Mais balle en main, il y a des moments où juste il produit rien et c'est désastreux. Où on voit les secondes s'égrener, un petit peu de mouvement autour de lui. Le démarquage réussit pas, mais lui il crée rien. Au final, il file la balle 5 secondes avant la fin des 24 secondes pour que un autre joueur balance une saucisse. C'est censé être le meneur, c'est censé être lui qui organise. Alors oui, c'est plus un scoreur, mais je trouve que justement Allman sur les derniers matchs est beaucoup plus proactif avec le ballon.
Là où Ryan Botwright, au-delà de créer un petit peu ses tirs, de faire 2-3 passes, et pas tant que ça au final, et de aussi un petit peu apporter cette espèce de faux tempo vraiment frustrant. Et je trouve que son apport c'est quand même compliqué, quoi. Je trouve que des deux côtés du terrain, c'est pas la seule problématique, mais disons que c'est peut-être celle qui est le plus voyant, celle qui est la plus voyante comme problématique. Je voulais lancer Lilian peut-être. Ryan Botwood pour moi c'est un meneur quand il est bon, c'est parce qu'il est en phase avec son pull-up à 3 points, qu'il est capable d'être une menace, enfin, triple menace. Et effectivement, bon, ça arrive en fait, enfin, sur courant alternatif. Je sais pas ce que t'en penses toi de Ryan. Est-ce que tu vas plus dans le sens de François ou pas? C'est marrant parce que pourtant il est pas sur sa pire série de matchs de la saison, je trouve. Il y a vraiment un moment fin de l'année, en mois de novembre, où vraiment il avait une sale série de matchs. Mais là, au final, sur les matchs, il est plutôt bon, entre guillemets, bien sûr. Pas forcément au niveau auquel on entend, mais face au Valois, je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a un match aussi, je crois, dans un des deux derbies, où il est plutôt en réussite à 3 points notamment. Mais c'est vrai que c'est un peu souvent le cas aussi avec ce genre de meneur de petite taille qui n'a pas forcément un énorme physique. Forcément, ça va être basé sur sa réussite sur le tir extérieur. C'est totalement le cas avec Ryan Botwright. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Souvent, le problème, c'est que on dit souvent que Paris est une équipe qui aime jouer vite. Et le problème, c'est quand Ryan Botwright est à la main, c'est qu'il a souvent tendance à ralentir ce rythme, à garder la balle très longtemps. Et donc potentiellement d'installer, comme l'a dit François, un faux rythme. Alors qu'Alman a plus cette tendance à un peu partager peut-être plus vite la balle. Mais ouais, moi, un peu cette ambivalence, je trouve qu'il fait pas ses pires matchs, mais par contre, c'est vrai que le body language de ces derniers temps est vraiment catastrophique. Alors on le sait, Ryan Botwright, le coach Pratt l'a souvent dit, c'est un coach sur le terrain, il a une forte personnalité, il dit ce qu'il pense, on le voit au temps mort, il est toujours très très actif, mais on sent que là, son apport par la voix est plus négatif que positif envers ses coéquipiers. Et c'est pas non plus étonnant quand tu es dans une spirale une spirale négative, on peut le dire. Tu t'attendais pas forcément à ce que la saison soit aussi compliquée. Ben forcément, ça rejaillit un peu sur tout le monde, encore plus sur Ryan, voilà, qui, on le dit, parle beaucoup. Mais donc voilà, peut-être que souvent, voilà, là on est quasiment à la vingtaine de matchs cette saison en Betclic Elite. Je pense qu'on avait des hautes attentes avec Ryan. L'an dernier, on s'est dit, il avait notamment été touché par le Covid, on s'est dit, bon, voilà, le temps qu'il s'intègre, que l'année prochaine, enfin, cette année, du coup, ça allait être mieux. Et peut-être qu'on avait tout simplement de trop grandes attentes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que peut-être qu'il faut en attendre moins. S'il arrive maintenant, il faut juste espérer que dans les matchs, il commette moins d'erreurs et surtout qu'il plante à longue distance, quoi. Parce que c'est quand même aussi l'un des rares artilleurs de cette équipe. Moi, tu vois, tu parles des attentes sur Ryan. Je trouve que les attentes, quand même, elles étaient un petit peu élevées, mais je sais pas. De la part du club, quand tu recrutes Ryan Botwright il y a un an pour en faire ton meneur titulaire en Pro B, qui était un recrutement XXL, tu savais en fait que c'était lorsque tu montrais en Betclic Elite, de l'installer comme ton créateur numéro 1 et ton meneur numéro 1. C'est un joueur, il y a un an, un peu moins un an, il joue encore des Coupes d'Europe. Et aujourd'hui, il est loin, mais alors très loin du niveau d'une Coupe d'Europe, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est loin d'être dans le top 10 des meneurs du championnat, voire plus. Et il a eu une offre en plus là cet hiver, en Israël, je crois qu'une offre avait été faite pour lui. Le club a accepté de le conserver plutôt que de le lâcher. Je trouve qu'il fait, en ce moment, tu le dis Lilian, le body language est pas bon, il parle beaucoup et ça traduit un peu de la mauvaise ambiance du groupe, on va peut-être en revenir après. Mais sur les attentes de Ryan Botwright, moi je trouve qu'on en attendait en fait ce qu'on aurait dû avoir, c'est-à-dire un garçon qui est capable de te maintenir à un niveau bien plus que correct en Betclic Elite, et ce qui n'est pas du tout le cas depuis le début de saison, qui est très fluctuant. Et effectivement, le jour où il boude, le jour où il n'a pas envie d'être sur le terrain et que ça se voit,
Paris aura beaucoup de mal en tout cas à aller chercher une victoire. François, je sais pas de quel côté tu te places là-dessus. Moi, j'ai l'impression personnellement que ce qui dessert Ryan Botwright, c'est que quand il n'est pas bon et que Paris n'est pas bon, il symbolise un petit peu ce qui ne va pas dans Paris, dans l'équipe de Paris. C'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui est arrivé en Pro B, comme tu l'as dit, avec un statut de joueur XXL, mais c'est aussi un joueur qui est, enfin, je vais être un petit peu, voilà, un petit peu tatillon, mais pour moi c'est plus un hooper qu'un basketteur, dans le sens où c'est un joueur qui a beaucoup de talent, d'accord, il a du QI basket, etc., mais ça va pas être un meneur FIBA, style je suis là, je mène réellement l'équipe. Il va être plus scorer first, il va avoir un côté peut-être un petit peu plus individuel, il est capable de faire des passes, mais ça va être un joueur qui va faire la passe en deuxième option. Et quand tu as déjà un mec à côté de lui qui est Holman, qui en plus pour moi est un poste 2 et du coup fit plus avec ce type de mentalité, qui est de scorer, tu te retrouves avec une équipe de Paris qui a un jeu relativement stéréotypé et où l'explication la plus simple, c'est qu'en fait, Botwright fait pas son job entre guillemets de meneur à faire circuler la balle. Et c'est une critique qu'on peut légitimement lui faire, mais c'est aussi peut-être une question du coup de profil et donc de casting. Euh, L'arrivée est XXL, mais est-ce que c'est le meneur qu'il faut à Paris? Personnellement, je suis pas certain, surtout quand tu fais la comparaison avec un Kyle Holman, qui est un joueur qui a plus ou moins le même registre, qui en plus, je trouve, n'a pas ce côté faux tempo avec la balle, et qui en plus va être plus naturellement poste 2 et donc plus apte à jouer avec un réel meneur organisateur à côté de lui. Je sais pas si on peut. Je voudrais juste rebondir Vas-y. sur ce qu'a dit François, parce que je trouve quand même que Ryan Botroy a ses capacités quand même sur certaines séquences à être ce meneur gestionnaire, je trouve. Mais c'est peut-être également dans la manière dont joue l'équipe. On l'a déjà dit cette saison dans le podcast, mais il y a quand même beaucoup de tirs pris en sortie de dribble, beaucoup par moments d'isolation. Et je trouve que Boatwright, c'est un meneur qui a la capacité à donner la balle quand un joueur sort d'un écran, à manœuvrer, à la capacité à manœuvrer, à pick and roll. Et est-ce que quand il a la balle, peut-être à la main 50% du temps, est-ce que ça le dessert pas plus qu'autre chose? Et est-ce que la manière dont joue l'équipe ne lui convient peut-être pas forcément? Et c'est peut-être en ça l'erreur de casting, c'est qu'on n'a peut-être pas. Si Ryan Botroy t'en faisait ton meneur titulaire et donc l'un de tes joueurs majeurs, euh, est-ce que l'effectif a été suffisamment bien pensé autour de lui? Je sais pas, c'est peut-être une réflexion qu'il y aura à avoir en fin de saison. Bien sûr, pas maintenant. Il va pas y avoir un changement, un bouleversement dans l'effectif en cours de saison. Mais c'est peut-être une réflexion à avoir pour les saisons à venir. Est-ce qu'il a été fait pour lui? Je pense qu'en tout cas, quand tu le recrutes en mars 2021, tu te dis que tu peux construire un effectif qui va lui convenir. Et quand tu arrives en juillet, que tu ramènes un Kyle Holman, enfin que tu as l'opportunité en tout cas d'aller chercher Kyle Holman, et en août, fin août, début septembre, d'aller chercher Kyle Quinn, je suis pas sûr que là tu te dises on va tout faire pour mettre dans les meilleures dispositions Ryan Botwright. Ce que tu vas faire plutôt, c'est de tout faire pour mettre dans les meilleures dispositions tes meilleurs joueurs. Et dans ce cas-là, c'est pas Ryan Botwright tes meilleurs joueurs, c'est Kyle Holman. Et en théorie, c'était Kyle Quinn. Et donc, je pense que l'erreur de casting, elle a été. Enfin, en tout cas, l'idée de la construction d'effectifs a été voulue, même si tu sais que ton meneur va pas être pleinement satisfait en fait dans le plan de jeu de l'équipe sur la saison. Et il y a quelque chose qui a peut-être à prendre en compte en plus. Alors c'est pas spécialement sur Ryan Botwright, là c'est pour tout l'effectif, et on parlait du secteur intérieur de la défense, etc. C'est le fait que Amarassi il ait joué 5 matchs depuis le début de saison et que tu tournes avec 3 intérieurs, plus depuis là quelques semaines avec Toupane qui joue des séquences en 4. Il faut absolument pour Paris, parce que Amarassi revient que début avril normalement, ce qui est pas très encourageant en tout cas. Et comme il y a un run de match qui va être hyper dur en tout cas au mois de mars, là l'apport d'un pigiste médical il est obligatoire. Je vois pas comment Paris peut passer à côté d'une opportunité de prendre un pigiste médical. Le mercato, enfin en tout cas la période de recrutement s'arrête à la fin du mois de février.
je crois pas qu'on ait de place pour un joueur de plus. Il faut absolument prendre un pigiste médical pour faire le mois de mars, parce que là, il est très charnière dans la saison de Paris. François, là-dessus, est-ce que tu aurais un profil peut-être de pigiste que Paris pourrait aller chercher? Un profil, globalement, quelqu'un qui sait défendre et qui, si possible, arrive plutôt en poste 4, personnellement, parce que je serais d'avis d'avoir O'Quinn en sortie de banc et Sleva titulaire. Après, ça, c'est aussi un point de vue qui se défend, de vouloir peut-être avoir quelqu'un qui peut être poste 4 comme poste 5, et du coup, garder un petit peu cette espèce comment ça s'appelle? De polyvalence de Kyle O'Quinn, que Pratt utilise aussi bien en 4 qu'en 5, à côté de Kamagate ou en sortie de banc. Je pense qu'il faut clairement un défenseur aussi, hein. C'est primordial, et de toute manière, il faut tout simplement un intérieur. Parce que, on le disait, la rotation est peut-être serrée. Lilian, sur la question du pigiste, quel est ton avis là-dessus? Non, on en parlait déjà au cours de la saison et on était déjà surpris de ne pas avoir fait recours plus tôt à la possibilité d'avoir un pigiste. On sait en plus que Paris, quand ils s'entraînent, il y a régulièrement des joueurs qui sont sans contrat qui viennent s'entraîner avec Paris. Bah, il y en a un qui est là depuis au moins 2 ou 3 mois, hein. Voilà, on savait en cours de saison, il y a souvent eu Jérémy Enzoli, qui maintenant a signé à Orléans par exemple. Mais on sait que Paris ne manque pas, en tout cas. De toute façon, Paris forcément attire pas forcément son statut au classement, mais voilà, le statut du club en lui-même. Donc là, il faut pas hésiter. On voit que ça marche pas depuis un moment. Là, en plus, t'as potentiellement 15 jours pour tester un joueur et l'intégrer à ton effectif. Donc là, je pense que c'est vital, et je serais vraiment mais alors très surpris qu'il n'y ait pas un nouveau joueur à Paris au début mars. Peut-être aussi pour lancer du coup cette dynamique de groupe, une dynamique de groupe. Alors on en a brièvement parlé sur Ryan Botwright avec son body language, mais je trouve que ça se voit vraiment depuis fin d'année 2021, surtout depuis le début de l'année 2022, que ce groupe, alors c'est très cliché de dire ça, mais que ce groupe ne vit pas très bien. Lilian, toi qui es d'ailleurs plus proche du terrain que nous d'habitude, tu confirmes un peu ça, je crois. Ouais, on peut le dire. Après, ce serait étonnant de dire le contraire quand tu vis une saison aussi galère, surtout avec les attentes que tu avais. Et en plus, c'est un peu des fois ce qui peut se passer quand tes meilleurs joueurs sont tous étrangers, spécialement quand ils sont un peu américains et pas forcément, comment dire, dans le moule FIBA, comme on peut dire. Et en plus, c'est pas. Mis à part Sleva, qui pour le coup est un vrai energizer, qui motive ses troupes, qui est, voilà, c'est pas le capitaine bis pour rien. Mais quand t'as, voilà, on l'a dit, un Ryan Botwright qui râle, un Kyle O'Quinn qui est pas celui qui fait le plus d'efforts sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Un Kyle Allman qui est très bon d'un point de vue basket, mais qui sur le terrain au niveau de la voix du collectif est très muet, c'est pas du tout un leader de vestiaire. Donc forcément ça tire pas forcément vers le haut, et puis voilà, les résultats font que forcément l'ambiance baisse. On aurait pu penser que l'arrivée d'Atoupane fasse que il y a un peu de renouveau et qui est notamment des victoires. C'est pas le cas, même si son impact est bon. Vous en aviez déjà parlé dans le dernier podcast, mais c'est vrai que du coup là tu t'es parti un petit peu en vacances avec 3 défaites dans la besace, ce qui est clairement ce qui est pas le mieux, et on en parlera après. Tu as un calendrier qui s'annonce plutôt conséquent, et donc potentiellement d'autres défaites à venir, donc forcément on peut s'inquiéter sur la dynamique de confiance du groupe pour les semaines à venir. Moi, ce qui symbolise un peu là, on va dire la traversée du désert que Paris est en train de passer, c'est le match au Portel où nous, avec Antoine, on avait pu y être. Et pour moi, il y a 2 trucs. Donc, on parlait du body language de Ryan Botwright. Peut-être à 5 minutes de la fin du match, Paris pose un temps mort. Et Ryan Botwright était sur le terrain, ou vient de se faire remplacer, mais en tout cas joue les dernières minutes. Et il n'écoute pas. Il est 5 mètres derrière, fait la tête. En fait, c'est un match hyper important à aller chercher, le Portel, tout simplement parce qu'en plus, maintenant,
Si je vous dis pas de bêtises, le Portel est passé devant Paris avec le même bilan, mais du coup avec 2 victoires, le goal average particulier sur les Parisiens. Et on n'a pas senti, je sentais pas une équipe à ce moment-là. Et autre chose, c'est que même des joueurs, tu le disais, qui n'ont pas forcément de caractère vocal, en tout cas sur le terrain, sont capables un peu de se de donner de la voix. C'était Ismaël Kamagaté qui s'est clairement embrouillé avec Jean-Christophe Prat pendant la rencontre. Et pour le suivre depuis quasiment 3 ans, Ismaël, c'est jamais arrivé. Qu'il hausse la voix, qu'il parle déjà, c'est rare. Alors qu'il soit sur le terrain à dire non, mais j'ai compris, laisse-moi tranquille, parle, mais moi j'écoute pas. C'est un peu surprenant, et en fait, cette ambiance, en plus dans une série de défaites, fait que je pense que Paris est clairement dos au mur aujourd'hui, là pendant la trêve. Je pense que la trêve va faire du bien à la tête, de plus être dans l'ambiance de groupe. Certains vont l'être en équipe de France, mais c'est une autre expérience, et ils sont tous contents d'ailleurs d'aller en équipe de France. Mais il faut absolument que après la trêve, c'est-à-dire la reprise de l'entraînement, c'est vendredi là, que tout le monde soit focus et prêt à aller chercher un maintien aujourd'hui, les playoffs étaient l'objectif en début de saison. Je pense que Paris n'est aujourd'hui plus du tout en mesure d'aller chercher le top 8, même s'il n'est qu'à 4 victoires. Je pense que Paris n'est plus du tout en mesure d'aller le chercher. Je vous propose peut-être qu'on passe justement sur ce calendrier un peu difficile qui va nous arriver en mars, parce que, tenez-vous bien, sur les 5 matchs qui vont arriver, il y a 4 équipes du top 8. Et même celle qui n'est pas dans le top 8 est quand même un gros morceau contre qui Paris a largement perdu en décembre. Paris va commencer par un déplacement au Mans, la réception donc de la JL Bourg, qui est aujourd'hui plus dans le top 8, mais qui doit être 10 ou 11e. La réception de Monaco à l'Accor Arena, le déplacement à Nanterre et un déplacement à Strasbourg. Quasiment 5 grosses équipes, 5 grosses écuries. Alors on l'a dit, Paris est fort avec les forts, faible avec les faibles. Est-ce que là c'est le moment où Paris est dos au mur? C'est le moment charnière, François, de la saison parisienne pour aller chercher le maintien? Oui, totalement. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur l'ambiance, c'est vrai que le fait d'être en retour de trêve, du coup, d'avoir pu un petit peu se ressourcer et tout de suite retomber dans le dur, ça va être un vrai test, je pense, pour Paris. Mais depuis le début de la saison, on a quand même vu qu'ils avaient un meilleur visage contre les grosses équipes. Et justement, si cette espèce de coupure après 3 matchs compliqués, même s'il y a eu un beau visage qui a été montré en Coupe de France, je pense que si sur les 3 premiers matchs, ils arrivent à en accrocher, à en prendre un et à y être accrochés sur les 2 autres, euh, il pourrait y avoir, enfin en tout cas sur ce mois de mars, le début d'une bonne dynamique pour la fin de saison. Ça va être des matchs qui sont évidemment très importants. Pas dans un cadre où on affronte nécessairement des concurrents directs au maintien, mais dans le cadre où ça va être justement des rencontres qui vont être ardues, et donc où les joueurs vont peut-être être plus concentrés, plus se mobiliser, comme ils nous ont habitués contre les gros. Oui, ça va forcément être un span de match très important, très compliqué, et j'espère que peu importe les résultats de ces 5 matchs, il y aura eu du positif et de quoi entamer une fin de saison qui s'annonce importantissime pour une équipe qui doit forcément se maintenir en proie. Lilian, quand je regarde là, les 5 matchs qui arrivent, euh, je vois que Nanterre et peut-être un peu Le Mans, s'il y avait que moins 10, où Paris avait été dans le match presque du début à la fin, n'avait pas été largué en tout cas. Mais de jouer la Gielbourg, de jouer Monaco et de jouer Strasbourg, des équipes qui ont gagné toutes plus 20 au minimum contre Paris, est-ce que c'est pas inquiétant? C'est peut-être les seules grosses équipes en fait depuis le début de saison qui ont maté Paris du début à la fin. Ouais, je voulais juste rajouter, fermer la parenthèse sur le comportement des joueurs, qu'on fasse gaffe à ne pas. On a souvent tendance en tant que journaliste à peut-être des fois surinterpréter les comportements. C'est ce qu'on a vu, on vous l'a dit dans le podcast. Après, voilà, dans l'euphorie d'un match, il peut y avoir des comportements qui peuvent dépasser ce que vit réellement le groupe. Donc voilà, parenthèse refermée. Ouais,
Ouais, c'est sûr, pour en venir au match qui s'annonce, et j'ai envie de dire, c'est autant si tu as pu surprendre certaines équipes en début de saison, notamment, on pense à Lasvel, on pense à Pau. Là, le souci, c'est que tu joues 5 équipes qui jouent les playoffs. Mais on peut compter même Bourg, hein, qui est, je regardais, ils étaient 10e, donc ils sont dans la course aux playoffs. Et tu les joues à un moment où bah là, chaque match compte. Ces équipes vont être d'autant plus armées pour ne pas justement se faire surprendre. Sachant en plus voilà, que Paris est plutôt bon face aux meilleures équipes. Mais ouais, ça s'annonce charnière et je sais pas si tu t'en souviens au final, mais la saison dernière, qui était un peu particulière avec le Covid, mais Paris avait réellement lancé sa saison au mois de mars. C'est là où ils avaient commencé débuté leur série de 7 ou 8 victoires pour notamment réussir à monter en Betclic Elite. Mais c'est vrai que ce mois va être charnière avec en plus un match à l'Accor Arena qui sera certainement pleine, dans la capacité maximale dans laquelle elle sera. Mais ouais, c'est vrai que ce sera charnière et à la fois, on l'a dit, à la fois comptablement et également dans l'esprit qui s'impose, qui est dans le groupe, justement pour essayer de rebondir. Et voilà, mais ça, en tout cas, ça va pas être facile et il va falloir que justement les meilleurs joueurs de l'équipe, là, cette fois, répondent présents, au moins sur le terrain. Tu vois, je trouve que tu faisais la différence avec l'année passée où Paris a lancé sa saison en mars. Oui, mais en fait, Paris a lancé sa saison en mars alors qu'il n'avait joué que 8 ou 9 matchs, 10 matchs max, qu'il en restait 25, je crois, à jouer en 2 mois et demi. Où tu joues un match et 3 jours après tu rejoues, donc t'as pas le temps de te poser 15 000 questions. Alors que le problème là, jusqu'à la mi-mai, que Paris va avoir, c'est que tu joues un match toutes les semaines. C'est-à-dire que pendant une semaine, si tu viens de te faire claquer par Le Mans le 5 mars, comment tu vas réagir sur la semaine d'entraînement qui va suivre? Comment, si après tu perds contre Bourg, comment tu vas réagir, plus la pression que tu vas avoir d'aller jouer à Bercy? Je trouve que la configuration de la saison est tellement différente que si tu te lances il faut absolument se lancer dans une bonne dynamique tout de suite pour poursuivre. L'année dernière, en tout cas la saison Covid où il y a eu 25 matchs en 2 mois et demi, c'est tu joues un match, tu perds, tu gagnes, mais de toute manière, en fait, tu t'en fiches parce que dans 3 jours, tu dois déjà être prêt pour le match d'après. Et je trouvais que tu n'avais pas le temps de réfléchir, de te créer des problèmes que tu peux peut-être te créer, en tout cas sur des semaines pleines, si tu n'es pas en confiance. Moi, c'est peut-être là-dessus que... Ouais, le seul axe de comparaison que tu peux avoir, c'est peut-être le sentiment d'urgence parce qu'en mars 2021, c'était le moment où... Oui. Pour avoir ton objectif, effectivement, c'était le dernier moment pour lancer la saison. Voilà, c'est le seul élément de comparaison que tu peux avoir, mais oui, c'est bien différent. Les équipes ont une semaine d'entraînement et de préparation des matchs, ce qui est bien totalement différent. Et Paris, l'année dernière, était au-dessus d'un point de vue qualitatif de ses adversaires, ce qui n'est clairement pas le cas cette saison. Après, François, je voulais peut-être finir sur une note un peu positive sur ce mois. On est d'accord que quand même que là, à la fin de ces 5 matchs, Paris aura joué 25 matchs de championnat. Il en restera 9, ce qui est beaucoup. Le maintien ne se joue pas uniquement sur ces 5 matchs, qu'on soit bien d'accord. Non, le maintien ne va pas seulement se jouer sur ce mois de mars, mais je pense qu'il va être important pour lancer une dynamique. Juste pour revenir un petit peu sur ces matchs, ce qui pour moi est peut-être le plus alarmant, c'est que sur ces 5 matchs, seulement 2 se jouent entre guillemets à domicile, dont un à l'Accor Hotel Arena. Du coup, à l'Accor Hotel Arena, je ne sais pas à quel point l'ambiance va jouer, mais Paris a, depuis le début de la saison, toujours mieux joué à domicile et à Carpentier qu'à l'extérieur. Il me semble que les ratings, il y a 3 points, moins 3 de moyenne par match à Carpentier et quasiment moins 8, voire moins 10 à l'extérieur. Donc le côté grosse équipe à jouer et en plus chez elle sans le soutien du public qui d'ailleurs a su se montrer vraiment assez bien avec les Parisis sur ces derniers mois. Je pense que c'est ce côté à l'extérieur et cet inconnu vis-à-vis de l'Accor Hotel Arena va
voilà, ça va s'ajouter à la difficulté déjà des matchs. Euh, Difficulté initiale. Ouais, bah tu parles de l'accord Hotel Arena, justement, il y a 2 ans, Paris faisait déjà un match de Pro V. De cet effectif, il doit rester, de mort, il doit rester 5 joueurs. Je crois que tu as Milan, Juan, Ismaël, Gauthier et Dustin Slevas. Sleva, ouais. Lilian, je parle sous tout contrôle, mais je crois que c'est ça. Et ça avait déjà été pas forcément une très bonne réussite. Ouais, bah clairement, ce genre d'événement où il y a toujours. En plus, tu découvres une nouvelle salle et il y aura beaucoup plus de monde qu'à l'accoutumée. Ça peut te mettre la pression. Je vous prends un exemple tout court, hein. J'étais à Nancy pour la finale de Leaders Cup Pro B. Les Nancéens, ils étaient à domicile pour le match retour. Ils se sont totalement liquéfiés devant un palais gentil qui était plein depuis. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas été aussi plein. Et ils font un début de match catastrophique. Pour dire que avoir un grand public derrière soi, ça peut des fois être à double tranchant. Si les joueurs voilà, se mettent un peu de la pression tout seuls, bah, ça peut totalement les liquéfier et jouer en leur défaveur. Après, ça dépend de l'ambiance, hein. Quand tu vois qu'à Carpentier, ça n'avait jamais été plein avant l'Asvel, et que quand tu reçois l'Asvel, tu fais un match de très très haut niveau. Et à l'inverse, quand tu as été à l'Accor Hotel Arena, que tu avais beaucoup plus de monde, tu avais quasiment 5500 personnes, mais que l'ambiance n'était pas enfin, un public derrière son équipe de Paris. Moi, tendance à me dire que si tu as eu un public qui pousse à l'Accor Hotel Arena, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Surtout que tu as des joueurs maintenant qui sont un peu plus habitués à jouer dans des grandes salles. Oui, là pour le coup, il y a des vrais joueurs d'expérience qui ont déjà joué dans des salles beaucoup plus grandes. Donc voilà, pour le calendrier, je sais pas messieurs, si vous avez un dernier mot, peut-être parler de la trêve de nos bleus, des trois joueurs en équipe de France, qui vont jouer des matchs qui vont compter pour l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises. Lilian, peut-être là-dessus. Ah oui, il y a une double confrontation face au Portugal. Normalement, un adversaire largement à la portée des Bleus. Il y a un premier match à Dijon, C'est à Dijon. jeudi. À Dijon, jeudi, ouais. Voilà, et il y aura un match au Portugal le week-end. Normalement, Axel Toupane va jouer. Et peut-être que Ismaël Kamagaté et Juan Beggar pourraient être intégrés au groupe parce qu'il y avait déjà un absent en la personne d'Amin Noua. Donc potentiellement, un deuxième Parisien pourrait jouer avec l'équipe de France. C'est un poste 4 à Minois, donc t'as vraiment le choix entre Ismaël et. Parce qu'il y aura pas il sera pas remplacé, c'est ce que Ouais. l'équipe de France a dit. Donc peut-être que c'est un des partenaires d'entraînement, et puis un autre ex-parisien qui est dans le groupe qui va jouer. C'est Sylvain Francisco, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de le mentionner, Sylvain Francisco qui fait une énorme saison avec Manresa en Liga ACB. Voilà pour ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Je le répète, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook et sur Instagram. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les infos sur déjà les 2 matchs de l'équipe de France. On va les suivre aussi, vu qu'on a des Parisiens, on va les suivre. Et puis là, le mois de mars qui va se profiler, beaucoup de choses qui vont arriver dans ce mois de mars. On fait un peu de teasing. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, maintenant que c'est possible. Et puis nous, on va se retrouver dans à peu près 2-3 semaines après les premiers matchs du mois de mars pour débriefer et voir si Paris a relevé la tête. Merci les gars, et à la prochaine. Bye bye. Ciao.